Bloom Petits Fruits Nordiques cultive de la camerise. Le verger fait une superficie d'une quinzaine d'hectares et comprend 45 000 plants. On est situé dans la ville de Saint-Louis-de-Blanford, dans la région du centre du Québec. Évidemment, la région est aussi connue pour un autre célèbre petit fruit, les canneberges. Donc, les propriétaires et fondateurs ici de Bloom Petits Fruits Nordiques sont également propriétaires de fermes de canneberges. La canneberge est une culture très hâtive. C'est le premier petit fruit qui apparaît là, au printemps au Québec. Les propriétaires ici, ils ont une culture de canneberge, donc c'est assez différent de la camerise. La culture de la canneberge, le sol est entièrement bâti de main d'homme, tandis que la camerise, on fait ici avec le sol disponible. C'est l'irrigation par aspersion dans les canneberges, puis ici c'est en goutte à goutte. Donc deux modes vraiment différents. Dans la culture de la canneberge par rapport à la camerise, ça fait vraiment plusieurs années, donc il existe des chartes, vraiment des guides pour bien irriguer. Par exemple, la tension du sol dans la canneberge, c'est autour entre 4 et 7 l'optimum. Dans la camerise, on ne le sait pas parce que c'est trop nouveau. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont des tensiomètres puis de l'équipement d'aide à la décision pour mesurer tous ces paramètres-là puis se faire une charte. En février 2021, j'ai rencontré Cédric Lucier qui voulait venir faire un stage. Le système d'irrigation était vieillissant, le sol minéral super sableux qui ne retient pas vraiment l'eau. J'ai suspecté une CEC assez faible dans le sol à cause des caractéristiques physiques du sol. Il y avait plusieurs choses qui méritaient d'être analysées en profondeur, chose que je n'avais pas le temps de faire. C'était le moment idéal pour soumettre à Cédric un sujet d'étude de cas. Il fallait quelqu'un qui se penche. Est-ce que le système qu'on a en place, est-ce qu'il convient? Est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'il y a des problématiques? Est-ce qu'il est fonctionnel? Est-il efficace? Ça prenait vraiment quelqu'un comme Cédric qui a le souci du détail pour être capable de tout analyser ces paramètres-là. Et je dis, moi, j'aimerais ça qu'avec toute ton étude de cas, on soit capable de définir une stratégie d'irrigation basée vraiment sur les besoins de la plante, à partir des données observées ici au champ, puis bien sûr d'optimiser l'apport en eau, donner l'eau au bon moment pour éventuellement augmenter le rendement, puis faire une gestion intelligente et raisonnée de la ressource d'eau. Ici, on est principalement sur un sol assez sablonneux. En plus de ça, la culture, ici, on est sur butte. Donc, il y a une forte tendance au drainage rapide. Autre facteur aussi qui peut avoir un lien, c'est la forme du plant, qui est un peu comme un parapluie en quelque sorte, parce que ça va venir repousser un peu l'eau vers les côtés du buton. On a 3,2 mètres entre les rangs. Dans l'entrerang, c'est tout engazonné. On essaye par contre que l'engazonnement ne se rende pas sur le buton parce qu'on vient faire de la compétition. Nos butons sont majoritairement recouverts de paille organique, principalement du copeau de bois. On a aussi ce pays de feuilles de canneberge qui est en essai depuis l'été dernier. Ce pays-là vient permettre aussi en partie de conserver l'humidité sur le buton. À l'implantation des phases, on va mettre un pays de plastique pour les quelques premières années avant de le remplacer par le paillis organique. Mis à part les facteurs du sol, il y a aussi les facteurs qui sont vraiment liés à la culture. Premièrement, il y a la profondeur d'enracinement du plant. On aimerait favoriser un enracinement plus profond justement pour que la plante soit plus résistante, qu'elle soit capable d'aller chercher son eau par elle-même. Ici, ça va varier quand même beaucoup parce que les plants n'ont pas tous le même âge. Ça varie environ entre 6 pouces à 10 pouces à 1 pied environ dans la phase 1, qui est notre phase la plus ancienne. Selon le stade de la plante, le besoin hydrique va varier un petit peu à l'implantation. Les plants sont plus jeunes, sont plus sensibles au stress hydrique, donc il faut s'assurer qu'il y ait vraiment de l'eau disponible, mais il ne faut pas non plus noyer leurs racines. Vu qu'on fait de la fertigation, c'est sûr qu'il y a tout le temps un apport de fertilisant constant qui arrive dans l'eau d'irrigation. Donc c'est là aussi pour les plants plus jeunes qui peuvent avoir un risque de surfertiliser. Puis aussi les racines, justement, pour être plus sensibles à une brûlure par fertilisant. Ici, c'est vraiment une variété, un rang. Puis le rang d'à côté, c'est une variété différente parce qu'il y a besoin de pollinisation croisée. Ce que ça fait, c'est qu'on ne peut pas vraiment irriguer différemment en fonction des variétés. Pendant la saison, on va avoir une variation pour les fréquences d'irrigation. Avant la récolte, on va irriguer un peu plus parce que, évidemment, cette eau-là se rend dans les fruits. Ça donne du volume, mais aussi ça donne du tonus aux fruits qui est quand même assez fragile. Puis, étant donné une récolte mécanique, plus le fruit peut être résistant, dans le fond, plus il peut se tenir, mieux c'est pour le produit final.
Après la récolte, vers le mois d'août, le plant va faire un premier raoutement. Fait qu'il va tomber comme un peu en état de dormance. Fait que le besoin hydrique à ce moment-là est moins grand. On ajuste en fonction de ça, mais encore là, c'est toutes des choses qui pourraient être améliorées avec le temps. La source d'eau, c'est un étang qui a été creusé. Il est rempli principalement justement par les eaux à la fonte au printemps, puis aussi la nappe phréatique. Dans le fond, c'est vraiment l'eau du sol. Il n'y a pas de cours d'eau ou rien qui se jette dans notre source d'eau. C'est un peu difficile de savoir son taux de rechargement parce que ça va dépendre de la hauteur de la nappe, des périodes de pluie et tout ça. Le besoin total, dans le fond, en eau pour l'entreprise, ça peut varier en fonction justement des conditions climatiques. Il serait possible qu'il y ait un manque d'eau dans notre source d'approvisionnement parce qu'il y a plusieurs zones d'agrandissement ici. Il y a presque l'équivalent de la moitié qui est déjà en culture qui est projeté de se rajouter. C'est sûr qu'il y a une grande importance de bien gérer notre source d'eau, puis de voir l'évolution aussi dans le temps, à savoir si on a besoin d'eau supplémentaire ou si on est capable, en gérant correctement nos besoins, de subvenir avec ce qu'on a présentement. D'un point de vue météorologique, on voit de plus en plus de périodes de canicule qui demandent évidemment beaucoup plus d'eau. Et cette eau-là aussi, le sol en prend plus également. C'est des périodes qui sont extrêmement difficiles pour notre source d'eau. Et s'ils deviennent de plus en plus fréquentes ou des fois juste 2 périodes rapprochées, ne donnent pas nécessairement le temps à la situation de se rétablir entre les 2 périodes. Les conditions climatiques sur cet aspect-là peuvent jouer sur notre source d'approvisionnement en eau. Les périodes de chaleur aussi peuvent arriver de plus en plus tôt dans l'année. L'année dernière, dans le fond, il y avait tellement eu d'épisodes de chaleur en juin que même si la camerise, c'est une plante qui normalement est une des premiers petits fruits à être récoltés, arrivé à la récolte, on commençait à avoir peur pour notre volume d'eau. C'en était au point où je devais mesurer quel volume d'eau disponible qui nous restait pour l'irrigation. Ça devenait vraiment, dans le fond, un enjeu. Un gros enjeu aussi sur l'irrigation, en fait, c'est le système qu'on va utiliser. Ici, c'est un système de goutte à goutte aux 12 pouces, ligne simple. On ne savait pas au début vraiment l'état du système. On n'avait pas de données sur notre système à savoir s'il était encore performant, son uniformité, tout ça. Donc, c'est des tests que j'ai faits dans le cadre de mon étude de cas. Ici, dans le fond, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'on se ramasse avec une tubulure de 7 ans, alors que le fabricant de cette tubulure-là la recommandait pour 3 à 5 ans maximum. Les émetteurs, les goutteurs, avec le temps, ça bouche. On se ramasse avec une irrigation qui est plus uniforme. On peut avoir des sections de 20 pieds qui ont presque plus d'eau qui sortent, alors que d'autres sections, des fois même, ça va être l'inverse. On peut se ramasser avec des stress hydriques à différents endroits, puis à d'autres endroits, des plants qui sont complètement noyés. Autre facteur aussi qui est important avec le système d'irrigation, c'est de connaître les débits. Sur un sol très sablonneux, ça ne sert à rien d'apporter un trop grand débit parce que ce sol-là va se drainer rapidement. C'est important d'avoir, dans le fond, un débit qui permet à l'eau de bien diffuser puis de rester là, disponible à la plante sans envoyer cette eau-là gratuitement dans le sol. On perd cette eau-là, on perd aussi le carburant qui a été utilisé. C'est que des pertes économiques au final. La tubulure avait été passée, croisée entre les rangs. L'objectif de ça, en fait, c'est de la maintenir sur place. La problématique avec ça, par contre, c'est que quand on vient apporter de l'eau dans le tube, ça vient mettre une tension, puis le tube se redresse. Fait qu'il vient vraiment se coller sur les plants à l'envers, les émetteurs vers le bas. Ce que ça fait, ça, c'est que quand on arrête l'irrigation, tous les sédiments qui étaient dans la ligne viennent se déposer et sécher dans les émetteurs. C'est important justement d'avoir des fils de la bonne grosseur parce que sinon les particules vont passer tout de même au travers du fil. L'émetteur a une certaine grosseur, donc si des particules plus grosses que cette grosseur-là passent, ils vont rentrer dans l'émetteur. Une fois que c'est rentré, il n'y a plus vraiment moyen de le sortir. Ici, la pompe qui sert pour l'irrigation, c'est un moteur diesel qui servait aussi pour l'irrigation dans la canneberge. C'est beaucoup trop gros pour les besoins. Dans la camerise, en fait, ce qui était difficile, c'est qu'il n'y avait pas justement pas de référence déjà établie. Également aussi, contrairement à d'autres cultures, le sol va varier vraiment d'un site à l'autre.
Donc, si on pense, mettons, aux cultures qui sont en Saskatchewan ou plus au nord du Québec, qui sont souvent plus dans un sol un peu plus loameux, ici, c'est très sablonneux, donc on ne parlera pas de la même capacité de rétention du sol. Donc, ce que ça va faire, c'est que les consignes d'irrigation ne seront pas les mêmes d'un site à l'autre. Ensuite aussi, comme il n'y a pas beaucoup de références sur la culture, souvent dans la littérature, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'adapter un peu en fonction de la framboise, qui considère d'avoir des besoins hydriques semblables, puis aussi un peu sur le bleuet, vu le port du plant et les feuilles qui sont assez semblables également. Ils vont un peu s'adapter des besoins de ces deux cultures-là pour avoir un aperçu un peu de ce qu'on peut s'attendre de la camerise. Pour ce qui est un peu de la stratégie d'irrigation ici, l'objectif c'était, avec des tensiomètres, de se fier vraiment aux conditions réelles au champ pour déclencher nos irrigations. Il y a un volume minimal d'eau, veut pas, qu'on apporte chaque semaine pour pouvoir faire notre fertigation. On a une phase ici qui est en essai à fertilisation granulaire. C'est des engrais qui coûtent beaucoup moins cher que des engrais solubles. On réduirait possiblement les risques de colmatage. Puis aussi, on pourrait dissocier notre fertilisation de notre irrigation. C'est sûr que c'est plus compliqué d'un point de vue opérationnel à fertiliser. C'est encore en essai, ça va prendre quelques années avant de voir les résultats. Ici, les phases sont drainées. Ça vient, veut pas, exacerber un peu le problème qu'on avait déjà avec le sol sablonneux. L'eau se draine rapidement. On a une phase qui n'est pas drainée. Sur tout le site, il y en a seulement une. Dans l'ensemble global de la ferme, le drainage, dans le fond, il est un peu excessif. Différentes façons de venir limiter le stress hydrique que tu pourrais faire face dans le futur. En particulier, il y a les outils d'aide à la décision qui vont t'aider à avoir un bon portrait de ta situation. Au début de mon stage, on a installé 2 tensiomètres pour justement avoir la tension réelle au champ. L'an dernier, on l'a utilisé vraiment à titre de consultation. On a continué dans le fond la même régie d'irrigation qu'on avait avant. C'était vraiment de voir si ce qu'on faisait avant, c'était bien ou non. Nos consignes d'irrigation sont vraiment basées sur nos tensions au champ principalement. On a 3 stations ici. Il y en a une qui a été placée dans la phase 7, qui est une phase quand même sablonneuse, mais pas drainée. Ensuite, on en a une dans la phase 4, qui est sablonneuse et drainée. Puis on a une dans la phase 1 qui est drainée, mais qui est un sol un petit peu plus organique que les 3 autres. À chaque station, on a 2 tensiomètres. Un qui est à 15 cm, l'autre à 30 cm. En fait, ça, ce que ça va faire, c'est que on va avoir une lecture de tension à 2 hauteurs différentes. On voit la tension du sol vraiment dans le haut des racines, puis aussi plus vers l'extrémité des racines du plant. La différence entre les 2 tensions vient nous donner un peu un indicatif sur le drainage, tout ça qui se fait dans le sol. Aussi, tu es capable de voir la différence entre les 3 zones. Ça ne gère pas de la même façon. Aussi, tu es capable de voir tes pressions d'irrigation. Selon ta pression, tu ne vas pas apporter le même volume par minute. Quand il n'y a pas de bris ou quelque chose du genre, ça donne une idée de la pression globale du système pour la zone. Ça, en fait, c'est pratique parce que ça vient détecter automatiquement quand tu as un début puis une fin d'irrigation. Puis également, tu peux voir que si tu pars une irrigation puis ta pression est plus basse ou nulle, des fois, ça peut être parce que tu as soit une fuite plus haut dans la ligne. Ici, une des problématiques qu'il y avait souvent, c'était la ligne qui était coincée dans des plants. Ce que j'ai fait l'an dernier, c'est un bilan hydrique que j'ai monté au complet pour justement valider en fonction des apports d'eau, voir si on apportait suffisamment d'eau ou si on se trouvait en stress hydrique ou encore là, si on était au-dessus de la capacité au champ. Le bilan hydrique, dans le fond, on le fait à titre de confirmation, pas vraiment au jour le jour pour prendre des décisions. Côté outils d'aide à la décision, avec les tensiomètres, puis le bilan hydrique, je dirais que c'est suffisant pour nos besoins actuels. Pour ce qui est des millimètres de pluie apportés sur le site, nous ici, dans le fond, on utilise un pluviomètre standard qui est planté dans le sol, puis on prend les lectures quotidiennement. On n'a pas de station météo fixe sur le site. On va se fier à une station météo qui est, je crois, à 5 km d'ici. C'est sûr que plus c'est proche, plus les données sont vraiment représentatives à la condition réelle sur le terrain. Cette année, on a installé un débitmètre pour avoir vraiment notre prélèvement réel d'eau au cours d'une année. Ensuite, on est aussi en train d'installer des rangs d'essai. On va pouvoir essayer différents
façons de placer le système. Ensuite, dans nos rangs d'essai, comme je disais plus tôt, on va essayer aussi avec 2 lignes, donc 2 lignes de goutte à goutte, une de chaque côté du plan, pour avoir un plus grand volume d'eau sans nécessairement avoir plus de débit. Puis dans les tests de variété également, dans le fond, on va tester différents types de paillis, dont le géotextile, qui pourrait être un très bon allié pour justement contrer la mauvaise herbe. Par contre, moins perméable un peu, l'eau de pluie va moins être apportée au plan. Donc, on va peut-être dépendre un peu plus du système d'irrigation en tant que tel. On a également, dans le fond, c'est pas nécessairement relié à l'irrigation, mais ça pourrait le devenir plus tard en fonction des stades du plan, mais aussi le cumul des degrés jour. Le but premier, c'est de pouvoir prédire la date de récolte, mais ça pourrait être aussi utilisé plus tard justement pour gérer l'irrigation en fonction du stade du plan. Un autre point important aussi, ça serait vraiment de valider l'état de ton système, puis évidemment, quand le système n'est plus en état de fonctionner, trop de bris, ça peut valoir la peine de venir changer les lignes au complet. Avoir un système neuf, des lignes neuves, ça peut justement venir régler la majorité de ces problèmes-là qui grugent énormément de temps et d'argent également. Quand on va justement venir placer une nouvelle tubulure, l'important, ça serait de justement la placer d'un seul côté dans une ligne droite. On peut utiliser ensuite des broches qui vont venir se planter dans le sol pour la maintenir en place. Parce que si on vient la croiser entre les plants, justement, comme je disais plus tôt, la pression de l'eau vient faire une tension dans le tuyau qui vient le resserrer au pied des plants. Puis c'est pas vraiment ce qu'on désire avoir. Ça vient aussi causer d'autres problèmes plus tard. Donc, une ligne droite d'un côté des plants. Également, dans le fond, ici, le filtreur, les filtres étaient trop gros, justement, par rapport aux recommandations du fabricant. Donc, ça sera à changer de sorte à limiter l'entrée de sédiments dans le système. En conclusion, c'est important de savoir justement toutes les caractéristiques de ton système, puis aussi tout ce qui peut s'en venir prochainement pour vraiment évaluer ta vulnérabilité au stress hydrique. C'est pas une science exacte, c'est vraiment tous ces facteurs-là qui ont un impact sur l'irrigation, sur la culture, puis au final sur la production, sur le rendement.